C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Nous sommes le 16 avril 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal en langue française. Tout de suite, les titres. Dans sa campagne La vérité sur les défis, le Parsem pointe du doigt aujourd'hui à l'insécurité alimentaire à l'endroit des enfants qui est dramatique au Burundi, ce qui provoque des maladies diverses. Il y a beaucoup de preuves sur les crimes qui ont été commis au Burundi. Cela ne pourra en aucun cas laisser le tribunal indifférent. Les criminels seront portés devant la justice. C'est selon le journaliste Jean-François Dupaquier. Vous allez le suivre dans ce journal. Hors de nos frontières, le gouvernement militaire de transition au Soudan ordonné de remettre le pouvoir aux civils dans un délai de 15 jours. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Page santé pour commencer. Au moins 60% des enfants au Burundi sont dans la malnutrition chronique. Et cela s'ajoute à l'insécurité alimentaire qui est dramatique selon l'ONG locale, Parsem, dans sa campagne La vérité sur les défis. L'organisation Parsem montre comment ces défis provoquent des maladies diverses et par conséquent, la production de la population reste faible. Pour pouvoir en sortir, Faustin Ndikoumana, président du Parsem, propose que les décideurs prennent cette question en main au lieu de dire à chaque fois que tout va bien. Prenons l'exemple des enfants. Ce sont les enfants qui renseignent sur la situation, le niveau de vie du pays et des adultes. Quand vous regardez les chiffres du Burundi, ils font peur, voire près de 60% des enfants qui souffrent de la malnutrition chronique. Il y a ce qu'on appelle anémie, c'est-à-dire le manque de sang dans le corps pour les enfants de moins de 5 ans. 45% souffrent de l'anémie, alors que la norme est de 5%. Le niveau de famine montre que le Burundi occupe la première place en Afrique et presque dans le monde entier. Les conséquences se remarquent d'abord sur le niveau d'intelligence des enfants. Il y a quelques jours, on nous a montré le cerveau d'un enfant qui mange à sa faim et celui d'un enfant qui souffre de malnutrition. Le premier montre des nerfs qui ressemblent à un bel assemblage de réseaux, alors que le deuxième montre un assemblage décousu, déchiqueté. La croissance physique en souffre. Un enfant peut atteindre plus de 10 ans sans pouvoir se tenir debout. Faites un tour dans le pays. Les abandons scolaires, c'est une évidence quotidienne. Là où ils ont la chance d'être nourris par le PAM, c'est là qu'ils continuent d'étudier. Et là encore, c'est le PAM, mais non le Burundi qui nourrit ses enfants. Sans parler des maladies chroniques qui s'enchaînent, parce que les organismes sont extrêmement faibles. Les absences répétées au travail, au champ, les foyers pleins de cadavres ambulants. Ce qui nous fait mal est que les décideurs, pour des raisons politiques, prétendent que tout va bien alors que les indicateurs sont bien connus. Ils font semblant au lieu d'affronter ces problèmes et de les assumer. Quiconque veut diriger le Burundi, qu'il sache que cette question le concerne, il doit l'assumer et prendre des mesures idoines. Comme mentionné dans les titres, ceux qui ont commis des crimes au Burundi rendront des comptes un jour devant les tribunaux compétents. Les faits, déjà documentés comme des appels à exterminer les adversaires au viol collectif des opposantes, ne peuvent pas laisser indifférente la Cour pénale. C'est l'analyse journaliste écrivain Jean-François Dupaquier. On l'écoute. La Cour pénale permanente a été saisie d'environ 1 millier de plaintes. Des faits qui sont largement documentés, non seulement des actes personnels contre des individus en raison de leurs origines ethniques, etc., mais des appels à la haine, des chansons qui incitent à violer des femmes, à tuer les adversaires, à exterminer. Tout ceci est déjà très documenté et se traduira sans doute un jour par des procès. Donc il serait temps que ces personnes dévoyées, qui incitent à la haine, qui emploient des mots qui sont des mots interdits, des mots terribles, des mots qui sont des crimes ou des délits en eux-mêmes, cessent de se comporter ainsi, car la seule voie à laquelle ils conduisent, c'est non seulement une sorte de suicide national, mais également leur suicide personnel, car un jour ils devront en rendre des comptes. La communauté internationale qui a déployé beaucoup d'efforts, notamment au Burundi, pour introduire des médiations pacifiques. On a vu le rôle de Nelson Mandela personnellement,
On a dépensé des milliards de dollars pour espérer rétablir la paix civile et on voit que tout ce processus est dévoyé par des gens sans scrupules. Ça ne peut plus continuer. Si la communauté internationale semble à l'heure actuelle découragée, elle sera, à mon avis, sanctionnée quand ce sera nécessaire. Ces personnes qui ont abusé, qui ont truqué, qui ont triché, qui ont menti à cette communauté internationale pour des buts purement personnels de gestion du pouvoir. Et pour la sécurité, un comportement qui n'est pas digne de la culture burundaise, détention d'une fausse carte d'identité et l'escroquerie dans ses prêches. Telles sont les raisons qui ont poussé le gouvernement du Burundi à expulser un Rwandais du nom de Modeste Kayihura sur le sol burundais. Pierre Moudikié, porte-parole de la police, l'a indiqué lors d'un point de presse. Et le premier, c'est un certain Modeste Kayihura. On dit que c'est un apôtre d'une église quelque part, ici à Mairie de Bujumbura. Et il va être refoulé pour 3 raisons. La première, c'est que l'apôtre affiche un comportement indigne d'un homme de Dieu. Et la plainte consistait en un viol qui a été perpétré par lui-même sur une de ses fidèles, et le cas n'est pas isolé. Et la police a mené une enquête approfondie et a trouvé qu'effectivement cet apôtre affiche un comportement qui n'est pas digne d'un homme de Dieu. Deuxième raison de ce refoulement, c'est procurer une fausse carte nationale d'identité. Et sur la carte nationale d'identité, c'est marqué qu'elle a été délivrée en commune de Kirundo. Mais après vérification au niveau de la commune de Kirundo, on a constaté que sur la fiche souche, cette identité n'existe pas. Et la police est allée plus loin et a découvert qu'en réalité, il s'agit du fils d'un certain Kayihura Ephraim, qui est rwandais, qui détient maintenant des pièces d'identité rwandaises, qui a été refoulé au Burundi parce qu'il y résidait de façon illégale. En 2016, il s'est rendu au Rwanda et au Rwanda, il s'est procuré des pièces d'identité qui montrent bel et bien qu'il s'agit d'un Rwandais. Et il est revenu au Burundi, à Kirundo précisément, il des visas de résidence pour y résider de façon légale cette fois-ci. La deuxième personne à refouler, c'est une femme rwandaise également, qui est arrivée ici au Burundi et s'est procurée d'une fausse carte nationale d'identité et allait se procurer un passeport avec cette fausse carte nationale d'identité. Et elle a été appréhendée au moment où elle allait chercher son passeport burundais. Et la troisième personne à refouler, c'est le père de l'apôtre. Et lui aussi, à cause de son comportement, il va être refoulé avec son fils. Le pasteur Modeste Kayihura a été expulsé du Burundi avec 2 autres Rwandais. Page société maintenant. Après le clan des Bahanza, c'est au tour du clan des Babanda qui vient d'être agréé. Lundi à Gitega, une conférence publique a été organisée sur l'histoire de ce clan avec comme principal animateur un professeur d'université du nom de Denis Bukuru. Et pour son représentant, Dewo Nunguka, la conférence constituait une grande occasion de se rassembler, se connaître et renforcer la cohésion sociale. Et maintenant, dans le domaine des relations entre les États, le Burundi et la Chine sont noués de bonnes relations. Cette coopération est basée sur le commerce et autres dons qui sont donnés par la Chine dans différents domaines du pays. Les accords de coopération ont été signés le 6 juin en 1972. Cette déclaration est de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, lors d'un discours d'accueil à l'endroit du vice-président de l'Assemblée nationale de la Chine en visite au Burundi. Suivez-le. Monsieur le vice-président du comité de l'Assemblée populaire nationale de Chine, votre présence au Burundi n'est pas due au hasard, puisque le Burundi et la Chine entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération élargie sur plusieurs domaines. La coopération entre nos 2 pays a commencé depuis l'échange de missions diplomatiques en 1963.
Elle s'est consolidée avec la signature de l'accord de coopération économique, technique et commerciale le 6 juin 1972. Grâce à l'octroi de crédits préférentiels, de crédits sans intérêt et de dons, la Chine a financé plusieurs projets réalisés dans les secteurs sensibles comme l'agriculture, l'énergie, l'industrie, l'éducation, la santé, les travaux publics et l'humanitaire. La coopération entre le Burundi et la Chine est donc appréciable, aussi bien quantitativement que qualitativement, puisqu'elle s'est assortie d'aucune conditionnalité. Nos deux pays se soutiennent mutuellement sur la scène internationale, notamment au sein des organisations du système des Nations Unies, de façon que la Chine a été l'un des rares pays à défendre le Burundi et à poursuivre sa coopération même en temps de crise. La coopération entre nos deux pays est donc au beau fixe et nous nous en réjouissons. À titre illustratif, parmi la multitude de projets réalisés dans le cadre de nombreux accords de coopération entre la Chine et le Burundi, nous pouvons vous citer les plus récents qui sont relatifs à la construction d'une école technique professionnelle à Bujumbura, l'éclairage public de certaines rues de la ville de Bujumbura par le système d'énergie solaire. Hors de nos frontières, les Rwandais doivent leur salut au pardon et à la réconciliation. C'est ce qu'a indiqué Paul Kagame ce dimanche devant les fidèles de la congrégation Saddleback, dirigée par le pasteur Rick Warren, invité en Californie par l'Église pour se joindre à elle dans une cérémonie de la 25e commémoration du génocide Tutsi au Rwanda. Le président rwandais a rappelé les efforts consentis pour que le Rwanda occupe une place de choix dans le concert des nations. Reconciliation and forgiveness are the cornerstone of Rwanda's rebirth. La réconciliation et le pardon sont les pierres angulaires de la renaissance du Rwanda. Comme Rwandais, nous avons choisi de vivre dans la lumière de l'unité. L'unité a été notre salut. Nous travaillons dur chaque jour pour rendre meilleure la vie de notre population et jouer un rôle positif dans le monde. Assurer des soins de santé et une éducation de qualité fait partie de cela. Encourager l'investissement et l'autodéveloppement, investir dans la jeunesse qui constitue les 3/4 de notre population, nous comptons sur la vertu de rendre compte de la part de nos leaders, nos services publics et de la part de tous. La route est encore longue, mais nous croyons en l'avenir et nous apprécions énormément les amis et nos partenaires qui nous accompagnent dans cette odyssée. On this journey. Terminons ce journal sur cette brève. L'Union africaine ordonne au gouvernement militaire de transition au Soudan de remettre le pouvoir aux civils. Un délai de 15 jours est donné aux putschistes. Sinon, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine les menace. Dans un communiqué de ce lundi 15 avril, de suspendre le Soudan dans l'organisation continentale. Cet ultimatum de l'organisation panafricaine abonde dans le même sens que l'Association des professionnels soudanais, fer de lance de la constatation qui ne cesse de demander la dissolution du Conseil militaire de transition et son remplacement par un Conseil civil. Ces constatations ont mis fin à 3 décennies de règne sans partage du général Omar el-Béchir. Des sanctions peuvent également être prises à l'encontre des individus identifiés par l'Union africaine comme contribuant au maintien d'une situation inconstitutionnelle. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.